OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre troisième atelier de partage technique. Euh, Juste une petite note à tout le monde que la séance est enregistrée, comme c'est écrit dans le chat. C'est pour les participants qui n'auront pas pu se joindre aujourd'hui, mais aussi dans l'optique de développer des fiches, des guides et des outils à l'avenir. L'atelier technique aujourd'hui, c'est une présentation conjointe du FRQ, du M3S, du MEIA et de la communauté de pratique d'Alias. Ça va traiter de la gestion des demandes d'accès aux données à des fins de recherche et c'est présenté par l'équipe du CUSUM. D'ailleurs, je vais les laisser se présenter juste avant la présentation. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions aux intervenants pendant la présentation et après. Généralement, il y a une forme magistrale plus des questions, mais si on peut rendre ça plus dynamique, c'est encouragé. Donc, merci de votre présence, puis je vais laisser la parole aux intervenants. Salut, bonjour. Je sais pas si compris, tu dis je vais laisser la parole à l'équipe. Ok, je n'ai pas compris si c'était Tess ou non. Ok, merci beaucoup Sergio aujourd'hui puis Tess pour l'organisation de cette opportunité de partager les choses qu'on faisait pendant, euh, on va dire, quelques mois de travail. Je vais partager maintenant l'écran. Est-ce qu'on voit bien l'écran? On voit bien. Oui, ok, parfait. Puis pour faire plus dynamique, si tu veux, Sergio, s'il y a beaucoup de questions au chat ou quelque chose que tu veux, tu veux m'interrompre comme tu veux, ok? Si Bien tu veux me compris. parler, juste dis-moi, puis j'arrête. Parfait. Ok, merci beaucoup. Je me présente, puis je suis aussi dans cette présentation avec Ivana Pilara, que les trois, on va présenter cette présentation. Moi, je vais parler plus des contenus et puis toute l'histoire de développement de cette implémentation. Puis après, on va faire une petite démo que ça va être Ivana Pilara qui va présenter cette partie de la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de l'implémentation de Jira Service Management pour l'accès aux données hospitalières à des fins de recherche ou CUSUM. Et aujourd'hui, c'est le 7 mai 2025, puis on commence. Juste pour parler un peu des contextes, on parle des données hospitalières, données au CUSUM, au fin de recherche. Puis ça, c'est les domaines d'intervention stratégique pour faire l'accès aux données un peu mieux. Donc, on parle, pour comprendre le contexte, il faut être aligné juridique puis politique avec les lois puis les politiques institutionnelles à l'interne. On ne parle pas en détail de ça, mais les lois 5 puis les politiques internes de chaque institution, et surtout, il faut être aligné avec ça. Mais on ne parle pas exactement de cette topic. En plus, il doit être aligné avec la vision 2030 de l'Institut de recherche. Et ça, c'est sorti, ça fait déjà quelques mois. Puis, il y a une section spécifique de la vision 2030 où est-ce qu'on va être en 2030. C'est l'objectif B1, qu'ils disent exactement favoriser l'accès aux données du CUSUM et améliorer leur utilité et pour soutenir la recherche. Puis il y a des indicateurs clés de performance, KPI, que c'est le nombre de demandes de données soumises, puis en plus le délai moyen de traitement par demande. Donc ça, c'est les choses que dans cette présentation, on veut comme focus sur ça, puis essayer de le faire mieux. Il y a des outils déjà développés pour le groupe. On a un résumé des données qui liste toutes les données disponibles à l'entrepôt de données. Puis en plus, un dictionnaire de données qui c'est une application que le dernier atelier de partage technique, on parlait un peu de ça. Mais aussi, c'est une ressource pour que c'est en liaison de ce projet. Puis en plus, on va faire des zooms ici dans les services d'accès. On a demande de consultation pour étudier la faisabilité ou discuter les besoins des projets. Puis en plus, on demande des données pour faire l'extraction des données. Et puis en plus, un autre domaine important et stratégique, c'est la communication efficace avec la communauté de recherche. Donc, merci Sergio Pites pour nous aider avec ça. À l'entrepôt de données de CUSUM, overall, comme ça c'est si on le voit de loin,
c'est qu'est-ce que ça voulait dire entrepôt de données de consomme. Et ici, on a une base de données centralisée qui, pour définition, on le voit comme épisodique. Ça voulait dire que toutes les informations ils sont agrupées, organisées en sorte d'épisodes. Il y a un début de date d'épisode, il y a une fin de date d'épisode. Puis toutes les choses qui arrivent aux patients dans ce même contexte, on les groupe selon les épisodes. Par exemple, un épisode du jour ou un épisode hospitalier. Et centré sur les patients parce que chaque information des patients est liée à un patient spécifique. Puis, dans la base de données, on a des informations identifiantes. On peut identifier les patients. Et combien de données, je m'excuse, de consomme pour la qualité et la performance en la recherche. Normalement, c'est cette trois utilisation des données secondaires qu'on l'utilise. Qualité, performance et la recherche. Les données en 2024 étaient à peu près 4,9 millions de patients, 28 millions d'épisodes, plus de 400 tables de données, puis en plus de 6 000 données de tableaux, et puis plus de 7,5 milliards de faits. Et ici à droite, on voit toutes les sources qu'on a, ils sont liées, et les sources et les archives. Et en parenthèse, c'est le nom spécifique de la source qu'on utilise. Par exemple, Medeco, c'est pour archives, pour l'urgence, Medursurge, puis comme ça. Et on a salle d'opération, ambulatoire, imagerie, laboratoire, pharmacie, registre de tumeurs. Et ça a changé. Avant, on avait métrique, qu'on l'a encore, mais c'est juste les historiques. Puis maintenant, on a des ordres. Et contrôle des infections nosocoques, et banque de sang, et activités professionnelles de santé paramédicaux. Et ça, c'est la liste générale pour comprendre un peu de quelles données on parle. Puis juste pour ajouter quelque chose, on a aussi des terminologies spécifiques, par exemple pour les diagnostics, les laboratoires, les images. On a certaines terminologies spécifiques dans chaque domaine. Et les services qu'on parle, c'est de consultation et d'extraction des données. Et surtout sur la recherche, dans la consultation, c'est plus la faisabilité du projet. Est-ce qu'on a assez de patients pour faire l'étude? Est-ce que les variables ils sont disponibles? Donc, on peut donner des services de ce domaine. C'est pour aider la planification dans les projets. Puis en plus, la préparation des spécifications des données. Si le chercheur il faut me fournir un document qui spécifie les données, on peut l'aider à faire ça. Et en plus, le deuxième service, c'est l'extraction des données. Ici, on fait une classification selon les risques de réidentification du patient, information agrégée, information anonymisée, et dépersonnalisée ou codée, et information identifiable. Par exemple, le nombre de visites à urgence pour les COVID dans certains mois, ça va être un exemple d'un type de données. Et pour parler un peu de la définition de chacune, c'est pas nous-mêmes qui ont fait la définition de type de données. Ça vient d'un formulaire qu'en anglais il s'appelle IFVP et qui spécifie que cette sorte de type de données on utilise puis on essaie d'être aligné avec cette définition. Donc, information agrégée, intégration d'informations concernant des nombres des individus, par exemple, et combien de patients de la COVID, avec la COVID arrivés en 2022. Si c'est juste le nombre, ça on l'appelle information agrégée. Information anonymisée, les identifiants directs, par exemple, nom de famille, RAMQ ou des autres identifiants directs, ils sont supprimés. Aucun code permanent permet de réidentifier les jeux de données. Et en plus, les risques de réidentification de la personne à partir des autres données, les données restantes, ils sont faibles ou très faibles. Information dépersonnalisée, c'est la troisième catégorie, et qui par exemple, c'est
on enlève les identifiants directs. Puis en plus, on peut ajouter un code, un autre code qu'on n'utilise pas normalement, un nouvel code pour identifier chaque patient. Puis en plus, la quatrième catégorie, c'est identification, information identifiable, que ça permet d'identifier et incluant les identifiants directs. Puis en plus, on parle aussi de liaison de données. Des fois, le chercheur a besoin de faire une union entre différents jeux de données. Donc ça, on l'appelle liaison de données. Mais c'est important que pour faire la liaison, il faut avoir les identifiants directs. Les personnes les groupes qui font la liaison de données, normalement, il faut avoir les mêmes identifiants pour dire cette donnée, ça permet à la même personne. Puis, juste pour dire que si on fait la liaison de données, ça peut que ça change de catégorie. Et ça peut que la même catégorie, on a deux datasets qui sont anonymes, mais si on le unifie, on fait la liaison de données, ça peut que ça devienne dépersonnalisé ou à une autre catégorie. Et juste pour parler au coutume, l'historique du processus et l'objectif de ce projet. Donc ça, c'est le diagramme, si on le voit un peu de loin, le diagramme général des processus, comment ça a été pendant des années. Donc, les chercheurs, ils envoient une requête à un système qui s'appelle IT Rescue, puis en plus fait la soumission à Nagano pour son projet. Puis ces deux sources d'informations, il peut arriver à l'équipe de Data Warehouse, de l'entrepôt de données, puis à l'interne, on faisait un ticket, puis on gérait les requêtes. On fait une évaluation de si dans quel cas il y a besoin de les données, puis on fait une communication avec les chercheurs par email. Et ça, c'est les choses qu'on avait, puis maintenant, on changeait de façon de le faire. Donc, juste pour parler de ça, le volume élevé de demandes d'accès aux données pour la recherche, on a un volume élevé. Et en plus, la communication avec les chercheurs par email, que le Jira est utilisé à l'interne. Des efforts dupliqués et manque de transparence pour les chercheurs concernant l'état de la demande. Donc, on n'avait pas un système pour visualiser chaque requête. Et l'objectif du projet, c'est améliorer les processus de soumission et de suivi, réduire la charge de travail manuel, puis en plus, améliorer la visibilité pour toutes les parties prenantes. Donc, ça, c'est le système qu'on avait pendant des années, puis maintenant, on change de système pour Jira Service Manager. Mais si tu vois les diagrammes, entre ce diagramme et ce diagramme, l'unique chose qu'on permet, c'est rechercheur, il fait une soumission au système, puis nous, on a accès au système, puis on traite la demande. C'est vraiment plus simplifié. Et puis pourquoi on a pris la décision d'y aller avec JSM, Jira Service Management? Et ça, c'est la liste qu'on dit pourquoi on a pris cette décision. C'est robuste puis évolutive. Traite efficacement les demandes, les incidents et les changements. Et les flux de travail est formulaire hautement personnalisable. Puis en plus, c'est connu pour s'adapter au processus unique et aux besoins évolutifs. On permet de faire des changements. Et visibilité et traçabilité améliorée, un suivi de demandes claires pour les chercheurs et l'équipe d'accès aux données, et l'expertise d'équipe est intégrée. Donc, nous, on avait déjà à l'expérience avec Jira. Ça, c'est si tu veux, un peu plus spécifique, qui permet de donner des services à l'extérieur. Normalement, Jira, c'est utilisé à l'interne pour le développement, les projets IT, mais maintenant, on l'utilise pour donner des services. Il a une interface pour l'utilisateur final. Et puis, c'est une norme de l'industrie. Et puis, on a une vaste base de connaissances en ligne de ce système. Et à propos de la conception, les points clés et processus itératifs et
collaborative. Et on avait des réunions fréquentes, et brainstorming et de planification au sein de l'équipe. Puis en plus, on mit l'accent sur la compréhension de la manière dont les demandes des données ont été traitées. Puis en plus, la conception d'interface utilisateur est doublée. Donc, on a une interface adaptée aux chercheurs, axée sur la facilité d'utilisation, puis en plus, une interface sur les analyses de données, plus pour l'efficacité et les besoins techniques. Donc, on a deux façons de voir le système. Le rechercheur, il fait la demande dans son visualisation, puis en plus, l'analyse, il traite la demande dans une deuxième visualisation, mais c'est dans le même système. Et la conception axée sur les parties prenantes, et ça, c'est toutes les personnes qui travaillaient sur les projets, ils donnaient des façons de le faire, des inputs d'informations. Donc, directeur de la santé numérique au CUSUM, le directeur d'innovation et de la performance clinique, directeur de la division digitale et de l'Institut de recherche, et conseiller principal accès à l'information du CUSUM, chef de service, InfoCentre Performance, équipe de l'entrepôt de données, que c'est l'équipe qu'on parle, qui a développé cette application, et en plus la communauté des rechercheurs. Et puis les contributions des parties prenantes ont guidé la compréhension du processus, la compréhension de la fonctionnalité d'interface et l'accent mis sur la convivialité ou utilisabilité. Et on faisait des tests de perfectionnement dont les points clés, c'est affiner l'expérience utilisateur, amélioration itérative basée sur les commentaires continus des parties prenantes. En plus, nous avons comparé les formulaires des autres institutions. Par exemple, à Boston, ils utilisent aussi un formulaire qui ont pris aussi des informations pour comprendre notre domaine, notre structure, mais aussi notre langage. Et les tests d'assurance de qualité, on faisait en phase de test ouvert à chercheurs. Et on faisait un test avec 5 utilisateurs. Puis on faisait un SUS, System Usability Scale in English, que c'est vraiment connu pour mesurer combien facile ça va être l'utilisation après. Et ça a donné un nombre de 77. Ça se mesure entre 60 et 80, c'est bon. Puis plus que 80, c'est excellent. Donné entre bon et excellent, ou presque excellent. Aucune formation requise. On envoyait un guide de comment faire les tests, puis les utilisateurs étaient capables de tester puis de donner des commentaires. Puis les utilisateurs ont aimé la disposition intuitive, la navigation claire, puis l'utilisation facile. Et après, on faisait des ajustements mineurs pour la clarté des fonctionnalités et la cohérence de l'interface. Et ici, on va parler de l'interface utilisateur et fonctionnalités clés. Donc, on avait dit que les formulaires, il y a des formulaires de soumission au fin suivant, consultation, demande de données et rétroaction au feedback en anglais. Et un autre point clé de la fonctionnalité, contenu contextuel significatif, fournit aux utilisateurs les informations pertinentes liées au sujet de leur demande, et ainsi pour la clarté et la compréhension. Et logique conditionnelle, donc les utilisateurs ils commencent à remplir le formulaire, puis ça change selon les réponses, puis c'est simplifié pour le processus de remplissage de formulaire. Et suivi des demandes et communication permet les surveillance des demandes et favoriser la communication entre la personne qui demande puis la personne qui répond. Et la collecte des données sont pertinentes, donc on faisait plus 3 groupes d'informations qu'on veut collecter sur la demande. Sont ces informations de la rechercheur principal ou demandeur. Et des fois, ce n'est pas le rechercheur principal qui fait la demande, c'est quelqu'un dans son équipe qui fait la demande pour le rechercheur principal.
Puis, un autre deuxième groupe, c'est les spécifications du projet et les documents qui justifiaient qu'ils ont accès aux données. Et les spécifications des données, par exemple la population puis les variables qui ont besoin. Et ça, c'est le flux de travail au processus interne. Donc, après beaucoup de réunions, puis de brainstorming, puis de comprendre les processus, et on faisait cette flux de travail à l'interne de le système pour faire la configuration du système. Donc, les types d'étiquettes, consultation, demande de données, rétraction, les statuts clés, réponse initiale, analyse, extraction, en attente de rechercheur, données partagées, fermées. Et suivi clair de SLA. SLA, ça voulait dire service, c'est un service agreement. C'est un sort de dire pour les, par exemple, dans ce service, la réponse, ça doit être dans les premiers 2 jours, par exemple. Et ça, c'est un SLA. C'est quelque chose qu'on fait la configuration dans le système. Comme ça, on a des rappels ou un email qui nous envoie ou qui nous dit ça manque combien d'heures avant de les répondre pour la première fois. Et ça, c'est la codification à l'interne du système. Et première réponse, délai de résolution, période d'attente, ça, c'est quelque chose qu'il faut définir quand on fait la configuration du système. Et ça, c'est le flux de demande de données. Ça, c'est le plus, on commence pour le plus complexe. Après, je vais montrer la consultation. Dans le flux de demande de données, on voit ici 2 lignes parce qu'un représente, je m'assure, mais ça, le diagramme, c'est en anglais parce qu'originalement, on le faisait en anglais. Mais en haut, on voit qu'est-ce que les analystes voient, et en bas, qu'est-ce que les chercheurs voient. Mais dans ce cas, il y a une transparence entre les statuts. Et on a submitted new tickets, c'est les mêmes statuts clés qu'on vu ici en français. Submitted, new ticket assigned, prerequisite check, analysis, extraction, data share and close. Ça, c'est les processus qu'on suit pour traiter la demande. Et en plus, on a 2 statuts qui sont ici en bas, que c'est on hold and require researchers action. Mais ça en sort de dire c'est qui a la responsabilité de continuer à travailler. Est-ce que c'est nous qui ont fait les processus d'extraction ou est-ce qu'il requiert quelque chose pour les chercheurs? Donc, après, ça va être plus facile de dire combien de temps ça passait dans chaque état, puis c'est quoi la responsabilité, puis on peut trouver la cause des délais de traitement. Et en plus, au final, pour la fermeture d'étiquettes, on a 3 différents types de résolution. C'est serve, not serve, data not available pour fermer l'étiquette. Puis en plus, ça, c'est la demande de consultation. Internal status, je m'excuse. C'est vraiment plus simple. Donc, on a submitted, new ticket assigned, needs work in progress, and close. And also the other 2 can on hold and require research action. Et je m'excuse que je change d'anglais en français, mais les images ils sont en anglais, donc c'est plus facile pour moi. Et la résolution, c'est résolu ou est prêt pour faire la requête. Et ça, c'est plus la configuration à l'interne du système. Puis ça, c'est pour comprendre les processus total. Puis ça, c'est un mélange avec les processus, les services, consultation, demande de données, puis en plus, les documents qu'on vérifié puis on requis. Donc, à gauche, de gauche à droite, on voit consultation, que ça, c'est un point qu'on peut commencer les services qu'on fournit. Donc, faisabilité, pour s'assurer si les données ils sont disponibles. Et après qu'ils font cette consultation, nous, on dit que maintenant, oui, c'est recommandable de commencer avec la soumission Nagano. Ça, c'est un sort de processus en parallèle. Et donc, il fait la soumission à Nagano pour approuver au final les projets. Une fois que tout est approuvé,
on fait la recommandation, OK, si le projet il besoin de la demande des données, il peut le faire une fois que tous les papiers sont déjà approuvés, puis on a les good to go. Et puis dans cette étape, ici, c'est la liste des documents qu'il faut vérifier selon les types de données. Donc, on a les protocoles approuvés, la lettre d'approbation du CERF, la lettre d'autorisation et accord d'utilisation des données et renouvellement du CERF si est-ce qu'il y a. Puis les F17 et les F18, et il y a deux sortes de documents qu'on peut aussi vérifier. C'est plus concernant l'utilisation des données ces deux commandes. C'est vraiment important. Et puis, selon les types de données agrégées, anonymisées, dépersonnalisées et identifiables, c'est la documentation qu'on va vérifier. Par exemple, pour les agrégés, la plus basse et plus facile à demander puis à traiter, on vérifie uniquement les... c'est un papier entre l'institut puis le chercheur qu'on est d'accord de l'utilisation des données. Comme user agreement pour l'utilisation des données. Puis, selon le type de données, c'est les différents documents qu'on vérifie. Les plus complexes et identifiables qui besoin de tous les papiers approuvés. Et ça, maintenant, on va parler des petits démos de chaque visualisation d'écran. Donc, on a les vues de demandeurs et les vues d'argent. Puis maintenant, je donne la parole à Ivana et Lara qui va parler de cette partie de la présentation. OK, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ivana Vranik, je suis chef de projet informatique dans l'équipe d'entrepôt de données. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration du système qu'on utilise pour les demandes d'accès aux données. Je vais commencer avec l'interface pour le chercheur pour montrer comment faire une demande. Et ensuite, ma collègue Lara Bailey, qui est analyse de données, va vous montrer la partie agent du système et d'autres fonctions. Et maintenant, je vais continuer en anglais parce que j'apprends encore le français et le système est en anglais pour le moment. So, I'm going to share my screen. Give me a second. Okay. You can see, I think. Yeah. So, at the moment, every researcher at our institute can create an account on the Jira Service Management portal. There is an option that we put in place to whitelist email domains. So, for example, we allow certain email domains like MUHC, McGill to be able to create an account. But there are different options you can play with if you decide to go with this tool. So once they create an account and they sign in, they see a screen like this. So they can choose a different type of request that Santiago mentioned, a consultation, a data request, or a feedback. Additionally, we list various resources at the bottom of the page. There's a link to the data dictionary. There's a link to a list of requirements that they need to have in place before filling out the form, and many, many different things. So I'm now pretend to be a researcher and submit a data request for an identifiable information. So I'm just going to go to my other pre-populated form. I've just uploaded the attachments. You will see later because that takes a bit longer time, but I will now fill out the other information. It's all going to be big information, okay? So let's say my request title is this. You guys can see it, not too small. It's okay? It's a bit small. It's a bit small? Okay. Better? Okay.
So I'm asked to fill out information about the PI, the primary investigator working on this project. It doesn't have to be a PI who is submitting a request. It can be anyone from their team, but if it's someone else from the team, we still ask the name and the email address of the PI, because through the automations we put in place, we're going to add this person into a request. So they will have full visibility of what is happening on the request. They can participate in the conversation and so on. But let's say for this example, I am the PI. I need to have certain training in place, privileges, researcher status, and so on. And we treat, for now, we only treat the research projects. We ask the researcher to have the final authorization from personne mandatée before they submit the request. If they don't have this, they cannot proceed with the data request. They can open a consultation or an aggregate data request. But let's say I do have. I'm just going to put some numbers here. Let's say this is a retrospective study. The record date range, I'm just going to put whatever. Now, we ask for the cohort criteria. This is where the researcher explains who they want in their data set. They describe things like diagnosis, treatments, procedures, and should include any codes or terms as they appear in the hospital system. The analyst will go through this section with them in more detail later on. We ask for the cohort size. What is the estimate of how many patients will be included? And this is based on the inclusion criteria, or if the researcher already has a list of patient IDs, how many patients are on that list? So let's say it's something like this. And now we ask for the variables. This is a list of data fields the researcher wants us to extract. For example, medications, lab results, visit dates. We ask for clear names, no acronyms. Additionally, a researcher can upload a list as an attachment, like a Word or an Excel document, and they can also extract from our data dictionary and upload that. So we try to make it as easy as possible. We share the data through the Nextcloud account, so they need to have a Nextcloud account available. Now, we proceed with asking them to upload all these documents that are required. So final authorization from personne mandatée, and you see I already pre-attached, so we don't waste time. REB approval letter, renewal letter if applicable, if one exists, REB protocol. Now we're at the point where we ask the researcher whether they need access to personal health information with or without participants' consent. So depending on, and this is what Santiago mentioned, the dynamic features come up. So depending on how they answer the question, different things will pop up and different documents will be required to be uploaded. But let's say for our example is that they do have a consent. So in this case, we ask to attach informed consent form. Data use agreement, also attached additional information. And I think I'm done. So what I'm going to do, I'm going to send this request. In the background now, Lara, who's part of our team, she's going to receive an email saying, hey, there's a new request in your system. She's going to go in, check it out. But in the meantime, I'm going to show you, I can go and see all of my previous requests that I've opened. I can see the reference number. I can see the type of type of request that was made. I can see the status the ticket is in.
So this is the visibility we're talking about. So it's super cool for the researchers. At any point in time, they know where in the process their ticket is, whether maybe it's something that we're waiting for them to provide or requires researcher action and so on. So if I go back, let's see. This is the request that I just made. I can see that the request status has changed to new ticket assigned. It means that Lara has assigned the ticket to herself. And I think I'm going to wait for her to put like a little comment so that you see how the conversation happens. There are two ways to communicate with an agent. Either through this portal, you can leave a comment, or through an email. So every time there is an update to the ticket, a researcher, me, I will receive an email in my Outlook. I can simply reply to this email, and it will be recorded as a comment in this chat. So let me see. Let me refresh. Oh, there. See, Lara just wrote to me. She received my request. Let me say just something. Okay, I'll reply back. So I will now give the floor to her, and she will show you what it looks like from the agent perspective. OK. Bonjour, je m'appelle Lara. Je suis une des membres d'équipe des analystes et les programmeurs. Et je vais parler en anglais aussi parce que le système est en anglais. Et peut-être je vais plus clair. Mais je cherche le screen sharing. J'utilise Teams normalement. It's at the bottom, Lara. The green React, arrow. apps. Ah, OK. OK, est-ce que tu vois? Oui. OK, donc ça, c'est le vue des agents. Yes, the agent view that we see of the request that Ivana just submitted. And we can see the title. We can see what the form that they just submitted, everything that they wrote in the form, everything they attached. And then we can see the conversation, and I can see, I can reply to the customer, and there is, Jira has template responses that we can do, we can pre-program, so they already have the researcher's name, and you can just insert. Or I can also add an internal note to myself or to another member on my team saying, oh, can you look at this or something like that. And then here you can see the current status. It's in prerequisites check. But if I say to the researcher, you didn't upload an EFEP, then I would also put it into requires researcher action, and then they would get a notification of an email notification with this comment and also saying that the status changed to require their action. And then they would either respond to the email or they can come look at the ticket and see. And here also you can see it shows the SLAs because I responded very quickly. I already got the check mark for the time of first response. I met that goal. And then we also our goal is to respond by June 12th, to finish the ticket by June 12th. And because it's in require researcher action,
there is a reminder that the researcher should respond in 2 weeks. And if they don't, we will get an automatic notification that they haven't, so we will know to follow up with the researcher. So this is the ticket view when I'm working on a ticket. But there's also when I want to figure out what work needs to be done. And then you can see Jira provides 2 different ways of viewing our tickets. There is the queue and like a Kanban board. And so with the queue, I can easily see all of my tickets. You can see all of their statuses, how much time I logged on each of them, which ones were updated since I last worked on them, which ones need work, and by who. Like this one needs work by me, this one needs work by Ivana. And then you can add as many columns as you want to see as many variables as you want. And you can also sort by either status or priority or the type of ticket, any of the variables that you have in the columns you can sort. So that's the daily view that I can see all of my tickets, but I can also see that, for instance, the 2 that I have needs work, I have a queue specifically for needs work. I can see that. And if I go to work on the ones that need work, then I can start working on one. And these are updated in real time. So if I'm working on a ticket and another one gets updated, I will see it right away. And then if we go back to the Kanban view, this is more useful for team planning view. You can see the flow of the tickets. We configured 4 columns, one for hasn't been started yet. One is in progress and we're working on. The other is waiting for the researcher. And then the last is the tickets that are done. So we can see an overview of where all the tickets are across the team, or we can select just to see the tickets that are assigned to each user, or we can also see all the tickets that need work. And then also Jira allows rows. They call them swim lanes. So you can have all the tickets that have the highest priority. They have their own row at the top, so they appear at the top. And then within the regular tickets, you can drag and drop, say, oh, I want this ticket to be treated before that ticket. And then the lowest ones, the lowest priorities appear at the bottom. And the ones that have SLAs coming soon have their own column as well. Or column, row, sorry. And that is it. Okay, if you want for the next, I take the lead. I'm gonna share the screen so I continue the. I think you have to stop. Yeah, okay, now I can. Bon, on est là. Okay, so après, oh, je m'excuse. Oui, est-ce qu'on écoute puis on voit, on est correct? Oui. Oui, ok. Et donc, on vit les vues des demandeurs puis les vues de l'agent. Et puis, ça permet, ça on peut montrer parce qu'on utilise des vraies données, on ne veut pas partager comme des vraies données de les requêtes, de chaque requête. Donc, je simplifie ici les tableaux de bord. Donc, on a différentes résolutions. Par exemple, ici, combien ont besoin d'être traités, combien déjà ils sont fermés. Et puis, plusieurs, comme tu vois, c'est vraiment, c'est un outil vraiment versatile. Il permet de collecter beaucoup d'informations de chaque requête, de chaque travail. Il est vraiment spécifique. Puis en plus, il nous permet de voir les tableaux de bord de chaque
information qui est enrichie dans le système. Donc, on a des différentes façons de voir cette information. Par exemple, ça, c'est les investigateurs, les chercheurs principaux, puis dans quel domaine ils travaillent chacune, puis l'information qui est remplie dans chaque formulaire. Et puis en plus, c'est une autre visualisation de les tableaux de bord qu'on peut créer. Puis ça, c'est fait comme custom made. On peut jouer avec puis faire les requêtes que les tableaux de bord qu'on a besoin. On voit à la question initiale, c'est quoi les KPI, les plus importants à traquer, à suivre. C'est le nombre final de requêtes, combien de requêtes on a eu en mois, en année. Puis en plus, chaque requête, combien de temps on utilise dans chacune. Et ça, c'est l'automatisation, les points forts. Donc, si un ticket arrive, il permet de faire une distribution automatique de la requête. Et nous, on utilise le round robin. Ça veut dire un ticket arrive, puis il donne à une personne. Le prochain ticket, ça donne à une deuxième personne. Puis ainsi, on fait un round dans chaque agent qui reçoit les tickets. Et il y a différentes façons de faire la configuration, mais ça, c'est le plus celui-là qu'on utilise. Le rappel SLA est note interne basée sur l'approche de SLA. Ça, c'est comme c'est un point fort. Faire les spécifications puis les configurations de chaque SLA. Et si une demande est ouverte par un membre de l'équipe de la chercheur qui n'est pas un investigateur principal, et le chercheur est automatiquement ajouté comme participant de la demande. Et puis en plus, on peut calculer le temps d'une demande passée dans chaque statut. Les concessionnaires est informé si les privilèges de recherche, la formation SOP, puis les rêves et la date d'expiration de cette période. Puis ça c'est pour dire, ça on est en train de finir la présentation. Donc à gauche on voit les faiblesses du système, puis à droite les points forts. Ça c'est selon notre expérience de comment on l'utilise. Donc à gauche on voit faiblesse. L'installation était complexe, peu intuitive et prend du temps. Donc, pour faire la configuration, on a besoin de l'état de faire la configuration du système. Puis en plus, c'est comprendre les processus. Ça, c'est le plus complexe puis prend du temps. Aucune intégration transparente avec notre base de données des utilisateurs internes. Donc, par exemple, pour créer un compte, il faut les créer c'est comme un standalone. Donc, il n'y a pas comme je pense qu'Ivan a expliqué, la façon que nous on identifie les chercheurs, ils ne sont pas matchés avec le système. Il faut les créer manuellement, en création manuelle. Puis en plus, aucune vérification automatisée. Donc l'information qui est remplie dans le formulaire n'est pas vérifiée de façon automatique avec notre base de données. Et les fonctionnalités clés disponibles uniquement dans les niveaux premium, mais si on parle de combien ça coûte le système, je pense que c'est à peu près, ça c'est selon les nombres d'achats. Donc c'est à peu près, je pense que c'est $500 par année par achat. C'est pas un prix qui change, que c'est pas trop cher, tout ça. Et manque de certaines fonctionnalités de base. Et puis en plus, la transition, ici au final, la transition entre les tests et la production est lourde. Puis on a besoin un peu de configuration manuelle si on passe de tests à production. Normalement, dans le développement IT, on peut passer facilement, on va dire, de tests à production, mais dans ce cas, il n'est pas aussi simple. Et les points forts, chambre de formulaire personnalisé, formulaire de soumission, et flux de travail adapté à la recherche, flux de travail flexible, visuel et adaptable à différents types de demandes. Les SLA et les rapports, c'est transparent et la responsabilité interne est claire. Puis en plus, les automatisations et réduction des efforts manuels et augmentation de la cohérence des processus.
visibilité des demandes, comme on veut dire la communication, puis ils sont capables de voir en temps réel et les changements de statut. Puis en plus la auditabilité, et si on a besoin de faire des rapports à la fin de l'année, ça va être plus facile. Et, nous, quand on planifie cette présentation, on s'est dit s'il y a quelqu'un qui veut faire ce projet dans chaque organisation, et c'est quoi les mieux à savoir pour le faire. Donc, on essayait de faire cette présentation pour montrer notre expérience dans ce projet. Si dans notre organisation, il y a besoin de le faire, c'est bon de savoir cette chose. Et les leçons apprises, attribuer des ressources et définir des rôles clairs. Donc, assurez-vous que les membres de l'équipe est dédié à ce travail, il a des responsabilités claires et bien définies. Et commence petit et itérer et fait le mieux chaque fois. Des fois, on pense en développement IT, on veut tout faire en même temps, puis c'est complexe de se centraliser dans au pilote ou commencer petit avec un processus. Donc, n'attends pas en configuration parfaite, et donc c'est mieux faire un processus plus facile, puis après ajouter, puis faire des itérations, puis le faire mieux. Et éviter les plaquages dehors, c'est la même chose, de ne pas ajouter des choses très, très complexes. Ton son a coupé, Santiago, on t'entend plus. Voilà, c'est revenu. Ça va mieux? Oui. OK, je m'excuse. Et oui, je vais finir par ça. Ça manque 5 minutes, puis on veut un peu avoir des questions ou des commentaires. Et exploiter les connaissances existantes. Nous, on avait déjà une expérience avec Jira, pas Service Manager, mais oui, avec Jira. Et puis, était facile à faire la configuration si on sait comment utiliser le Jira. Mais si on n'utilise jamais le Jira, ça va être plus complexe. Et puis construire directement en production. Cette difficulté d'utiliser les tests puis passer à production, c'est mieux directement faire la configuration en production puis pas avoir un test en Jira. Ça c'est la recommandation. Et puis en plus, plan d'amélioration future et améliorer une fonction de commentaires. Nous, on a une fonctionnalité dans le système de commentaires, puis en plus des enquêtes de satisfaction au final de tickets. Donc, on travaillait sur ça. Et on va voir le temps d'adoption et de réponse, puis essayer de respecter les SLA et de prévoir le temps de résolution avec plus de précision. Et continuer à faire des formulaires et des flux de travail en fonction des commentaires d'utilisateurs pour les faire plus utile, plus convivial. Et puis en plus, l'intégration SEO, et ça permet la création d'accès automatique utilisateur. Puis on peut ajouter ici, mais la traduction en français, c'est une chose qu'il faut faire dans les systèmes Jira, surtout sur l'écran de la demande de soumission. Donc, merci beaucoup pour le temps. Et ça, c'est l'équipe de l'entrepôt de données. Et merci Galerie Lara et Camille, Ivana, puis Pascal qui n'est pas ici. Et puis toutes les personnes qui contribuent pour le projet qui n'est pas listé ici. Donc maintenant, je pense qu'il y en a quelques minutes pour des questions ou des commentaires. Et puis, je vais fermer mon micro. Merci beaucoup. On va aller rapidement. Catherine Boileau? Allô, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Ouais, je suis là. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. On a un système en place au CHU Sainte-Justine. Là, moi, je coordonne l'équipe de l'UNIC à Sainte-Justine. On est un peu l'équivalent de ce que vous faites. On a un système qui est pleinement intégré dans Nagano, donc on n'a pas toutes les subtilités, évidemment, du tracking de chaque étape. Par contre, on a une notification qui rentre automatiquement quand quelqu'un soumet un projet dans Nagano qui aurait besoin des données du dossier du patient. Et puis, ça nous permet de commencer à faire une analyse un peu avant que le projet soit pleinement approuvé pour la recherche. Donc, faire une analyse de faisabilité
avant même que, tu sais, qu'il ait passé tout le processus pour être sûr qu'on puisse intervenir là, si jamais il y a des problèmes. Là. Puis évidemment, il y a des aspects de la faisabilité qui sont, on est capable de faire certaines choses, mais pas tout le projet. Donc, il y a des négociations qui sont faites avant. Je me demandais dans votre processus, est-ce que c'est possible de commencer à travailler puis d'avancer sur un projet avant que toutes les autorisations soient faites? Ça nous permet vraiment de commencer de faire le travail. Puis quand le projet est approuvé, ben dans le fond, tout le script d'extraction est déjà commencé. On a déjà commencé le travail, là. Donc, ça, c'était une question que j'avais. J'avais une autre question par rapport au comment vous faites pour trier ou dispatcher aux différents, je ne sais pas s'il y a différents agents là, qui font les extractions de données, mais nous, si on a plusieurs projets qui arrivent en même temps, ben, il faut qu'on soit capable de dire ben, tel projet va pour telle analyse, tel autre projet va pour telle autre analyse. Donc, on a chacun nos propres tickets, là, si je peux dire. Là, dans votre système, ça serait ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de gérer ce genre de choses-là. Oui, c'est de bonnes questions parce que tu parlais des processus que tu as comme dans ton organisation, puis et pareil à les processus on avait avant. Je pense que Lara, il dit oui, mais était pareil comme on l'avait avant. Mais les choses qu'on trouvait dans ce processus, on commence à travailler de plus pour les projets que ça pue, qu'au final, il n'a pas besoin de les donner ou il n'est pas prouvé. Donc, le processus de vérification des documentaires, une fois qu'il est approuvé, est relativement rapide. Les processus, les parties des travaux que ça manque plus de temps, c'est l'extraction, comme on fait les codes pour l'extraction. On est d'accord avec ça. Puis, on peut commencer avec l'idée de les processus qu'on propose, c'est commencer avec la consultation avant qu'il rentre en Nagano. Donc, des fois, on trouvait qu'il y a des projets qui rentraient en Nagano, qui savent plus qu'il y a besoin de données, qui demandent des données qui n'existent pas à l'hôpital, ou il y a des mauvaises spécifications techniques au niveau de Nagano. Donc, les propositions qu'on fait, c'est de commencer avant Nagano, avec la consultation. Puis, si dans les cas idéal, il faisait la consultation, on vérifie que tout est correct, puis les documents qu'il envoie à Nagano sont corrects. Puis après qu'il était approuvé, il fait une demande de données. Et c'est comme le processus mais je comprends les liens entre Nagano puis notre processus, dans le fond. Et puis pour la deuxième question, la distribution, donc on a identifié deux sortes d'agents. C'est l'agent qui vérifie la documentation puis voit que les données ils sont correctes et en ligne avec tous les documents en Nagano. Puis en plus, un agent qui fait l'extraction, qui fait les codes. Donc, ces deux rôles sont vraiment clairs divisés dans notre groupe. Puis comment ça marche, c'est que si un demande arrive, on fait un round robin, comme arrive chacun, comme un fois Lara, un fois une personne, une fois une autre personne, un round. Mais ça, c'est pour les débuts du travail, donc c'est plus l'analyse et la vérification des documents. Puis si il est rendu un moment que tout est vérifié et tout est correct, cet agent, il partage le travail avec la personne qui fait l'extraction. OK, je te comprends. Merci. Et puis l'extraction, c'est aussi avec des priorisations des projets, puis comment on peut dire ça? Merci. Il utilise le Kanban board pour ça, pour planifier entre les différentes requêtes qui est les priorités. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une. Peut-être pour Lara, la question. Euh, Combien de temps est-ce que ça vous sauve du côté analytique d'avoir un système comme celui-là d'implanter? Parce que c'est relativement nouveau, donc tu as peut-être l'expérience de avant et après. Nous avons commencé il y a 2 semaines. OK. Combien de temps est-ce que tu estimes que ça va sauver, mettons, avec le learning curve de JSM et tout ça? Pour utiliser ou pour installer? Non, pour utiliser comme analyste, là, quand tu reçois les dossiers à vérifier la conformité et à extraire, à quel point ça va être plus efficient que c'était avant?
Mais la plupart de notre temps, c'est de bien sûr vérifier les documents, mais aussi former les requêtes pour pour ce qu'il a du sens pour le programmeur. Entre le chercheur et le programmeur, il y a une gap. Donc, si tous les documents, toutes les choses sont en une petite billet, ticket, c'est plus simple et quand je peux voir euh, euh, toutes les choses qui ont besoin, c'est plus simple. Mais le la façon la chose qui est plus important, c'est euh, de, OK. Because before, when we spend a lot of time speaking with the researcher back and forth to understand their needs, they maybe don't understand that we're waiting for them. They forget, they lose it in their emails. This way, it's very clear the status is waiting for researcher. They know. And they can still easily respond by email, so we don't force them to log in. But at least all of the emails are already automatically put into Jira because it took us a long time to say, oh, they emailed me this and I have to log that in Jira. Oh, they emailed me this, I have to log that in Jira. So it's going to streamline everything Yeah, going streamline forward. the communication and the Okay. visibility. Interesting. Sarah? You're mute. On t'entend pas, Sarah. C'est vraiment étrange. C'est peut-être le micro n'est pas approuvé sur Zoom sur ton ordinateur. Tess, est-ce que tu as le contrôle sur son micro? Non, ben, je pourrais la mute, mais déjà unmute, fait que c'est vraiment un problème dans l'ordinateur avec le micro de la Va personne. falloir que tu l'écrives, ça, on t'entend pas. Non plus. Ah, Oui, oui, c'est bon. c'est bon maintenant? OK, parfait. OK. Ma question est plus orientée là, pour le catalogue de services qui regroupe toutes les requêtes là, que vous interagissez avec le client. Est-ce que les données des requêtes, ils sont-tu dans vos serveurs locaux ou bien ils sont-tu dans le cloud? Sachant qu'il y a des données que vous allez partager avec votre entrepôt de données. Oui, juste pour répondre à la question, aucune information sensible est partagée, information sensible des patients est partagée vers le système Jira. Comme ça, c'est juste la gestion de la requête, mais pas les données des patients. Donc, et on explique aussi dans le système, les premières choses qu'on dit, on ne met pas d'informations sensibles dans ce système. Et oui, toute la base de données de Jira, c'est cloud, et pas à l'hôpital, mais ce n'est pas un système pour partager des informations sensibles. On utilise au Kusum un autre système pour partager les données patients, qui c'est Nextcloud, mais l'information de comment l'utiliser, puis comment accéder à Nextcloud pour voir l'information des patients, oui, on peut le partager vers Jira, mais pas les données des patients. Donc, tout ça. Les données, vous les partagez pas via Jira, mais ce sera via une autre plateforme que vous possédez. OK, parfait. Oui, correct, exactement. Okay. Ça a du sens. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, peut-être une petite dernière question un peu plus politique. Vous avez mentionné au début de la présentation que c'est un projet qui est très collaboratif, ça implique plusieurs directions, plusieurs experts de partout dans l'établissement. À quel point est-ce que c'est difficile de réunir tout le monde à une bonne fréquence pour faire avancer le projet? Puis à quel point est-ce que c'est difficile de faire converger vers un produit final que tout le monde est d'accord? Je pense qu'on centralisait pour les besoins des chercheurs puis la vision 2030 pour faire les choses le mieux possible. Ça, on centralisait sur ça. Puis pendant les designs, comme la conception puis la configuration, puis la décision d'y aller vers cette solution,
on a eu beaucoup de réunions. On travaille dans ce projet, ça fait plus qu'un an et demi. Puis nous, à l'interne, on a un groupe, ce petit groupe à peu près 5 personnes, mais aussi tous les collaborateurs de différentes directions. Et ils donnaient des commentaires pour savoir comment ça marche, les processus, puis ajouter des commentaires de comment le faire mieux, quels documents on a besoin. Parce que nous, on le voit comme un plus technique, accès aux données, que c'est vraiment les choses qu'il faut faire pour donner les données. Tout ça. Puis un autre processus, est-ce que cette demande est approuvée pour l'hôpital? Comme on fait une séparation de ces deux processus pour streamline chacun. Puis, si tu veux, a été un peu complexe, rajouter les mondes dans la même table, mais on faisait beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes ici à l'intérieur de l'organisation. Puis il y a pas, je n'ai pas écouté des commentaires négatifs sur le projet. Puis oui, d'ajustement. Je pense qu'Émilie veut dire quelque chose. Émilie aussi, il donnait beaucoup d'informations des processus puis des IFVP. Bonjour. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui. Oui, c'est moi qui ai fait un commentaire pour les recommandations parce qu'on a participé avec l'équipe de l'entrepôt de données là, pour essayer d'expliquer nos processus. Moi, je travaille surtout dans Nagano pour l'approbation des EFVP. Donc, on a vu, nous, notre approche était très collaboratif. Puis, pour répondre à la question, je trouve que c'est toujours aussi en amélioration continue. Donc, nous-mêmes, nos processus EFVP changent encore là. Dernièrement, on va faire des updates, donc on va toujours être en communication, puis c'est à l'avantage de tout le monde, je trouve, de justement là, se réunir, mais je trouvais ça important de mentionner que moi, j'ai vu que c'était un défi, puis même pour nous, d'expliquer nos processus, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas clairement identifié dans un beau tableau. Donc, ça nous a permis, nous autres aussi, là, de se réajuster pour être en mesure d'expliquer le mieux possible qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis qu'est-ce qu'on est en mesure de fournir aux chercheurs pour que eux puissent venir euh, expliquer c'est quoi l'approbation qu'ils ont reçue via certains documents. Donc, ça a été vraiment un très grand travail. Là. Fait que c'est pour ça que je voulais pouvoir souligner là, tout ce qui a été accompli de ce côté-là.